dynamique. Ah. Éditeur des sous-titres, A. Simetka, qui a travaillé avec diligence et précision pour s'assurer que chaque mot soit correctement transcrit et synchronisé avec les dialogues, en veillant à ce que le timing soit parfait et que le sens soit préservé. Correctrice, A. Egorova. Son œil attentif et l'expertise linguistique ont permis de garantir que les sous-titres soient exempts d'erreurs et fidèles au texte original, en vérifiant chaque ligne en écran et en apportant les corrections nécessaires. Amis, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle aventure passionnante. Nous espérons que vous apprécierez ce contenu autant que nous avons pris plaisir à le créer pour vous. Merci de votre soutien continu et de votre fidélité. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Nous sommes apparemment en direct, c'est excellent, comme chaque vendredi. Nous organisons actuellement un webinaire d'actualité et technique où nous essayons d'inviter des personnes ayant une expertise dans le domaine des dirigeables et de la construction de dirigeables. Et aujourd'hui est justement un de ces jours. Je m'appelle Pavel Filipov et aujourd'hui nous aurons également Fedor Konstantinov et Vadim Zubkevich. Vous avez déjà vu Vadim Zubkevich lors de notre conférence et pas seulement, c'est une personne qui fait justement partie de l'équipe qui s'occupera de la conception et du développement des dirigeables dans le cadre de notre projet. C'est une personne qui a déjà construit des dirigeables en Russie, donc c'est un homme de pratique. Je pense qu'il sera très intéressant de discuter avec lui aujourd'hui et vous pourrez lui poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous répondons toujours en détail à toutes les questions. S'il y a un certain méfiance, j'ai vu qu'une personne a déjà exprimé des doutes concernant les projets et les dirigeables. Nous communiquons également avec de telles personnes. Nous ne nous cachons pas. Nous avons des réponses à donner, y compris à ceux qui doutent de ce que nous faisons. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires et suggestions, s'il vous plaît. N'oubliez pas que vos likes et vos partages aident énormément à promouvoir notre projet. Plus votre activité est élevée, plus il y a de spectateurs au webinaire, plus rapidement nous pourrons voler avec notre propre dirigeable. Il y a littéralement une semaine, j'ai volé en dirigeable en Allemagne. J'en ai parlé lors du dernier webinaire et j'ai personnellement constaté que les dirigeables existent dans la réalité moderne, qu'ils sont exploités et que les entreprises qui le font gagnent vraiment beaucoup d'argent. Une vidéo détaillée sortira, je pense, j'espère, la semaine prochaine, car tout le matériel a été téléchargé. Il y a beaucoup de matériel et je pensais tout le temps, super, j'espère que nous allons bientôt voler avec nos propres aéronefs. Avant de passer à la partie technique, voyons en profondeur comment notre projet évolue en termes de financement. Et je peux tout de suite dire que le financement avance avec succès. Nous suivons notre propre rythme. De nouvelles personnes se joignent à nous, y compris des personnes qui souhaitent aider le projet, peut-être même pas financièrement, mais par leurs efforts et leurs contributions. Je parlais littéralement de cela dans les commentaires il y a quelques jours. Fedor, je te le transmettrai. Cette personne veut faire partie de l'équipe. Selon les chiffres d'aujourd'hui, nous nous rapprochons de la barre des 5 millions de dollars. C'est le montant pour lequel les gens ont approximativement environ acquis des paquets d'investissement. C'est déjà un résultat très impressionnant, un joli chiffre de 5 millions de dollars, pratiquement atteint par nos soins en un peu plus d'un mois. Oui, ce ne sont pas les fonds qui ont déjà été investis dans le projet. Vous savez que vous pouvez investir par versement échelonné
en payant chaque mois une petite contribution de 50 à 100 dollars selon ce qui vous convient. Mais au bout de quelques années, vous pouvez ainsi apporter une somme plus substantielle, obtenir davantage de parts d'investissement dans le projet et par conséquent, le projet peut également compter sur un certain financement régulier, sachant quand quelle somme sera reçue. Ces engagements ont été pris par 1500 personnes, à savoir 1490. Encore 90 personnes, 1490. Nous avons aujourd'hui des investisseurs, ces personnes qui ont physiquement transféré de l'argent, et cela s'est traduit par 453 000 dollars, soit environ 40-45 millions de roubles d'investissement qui ont déjà été injectés dans le projet. Nous avons déjà versé plus de 50 000 dollars en tant que récompense de parrainage aux partenaires qui promeuvent le projet, environ, et je félicite les partenaires qui gagnent déjà de l'argent avec nous, et je m'adresse à ceux qui réfléchissent encore. Pendant que vous réfléchissez, d'autres gagnent de l'argent. Je constate que nos partenaires ont de bons réseaux sociaux, de bonnes vidéos et qu'il y a beaucoup de vues. Cela signifie qu'il s'ouvre actuellement une fenêtre d'opportunité pour les personnes actives qui peuvent promouvoir notre projet et, par conséquent, en tirer un bénéfice personnel, disons, dès aujourd'hui. D'autant plus que l'intérêt pour le sujet des dirigeables est assez élevé. Si l'on examine par pays, la Russie arrive en tête de nombre d'investisseurs, ce qui n'est pas surprenant. Nous avons principalement un contenu informatif qui est en russe et il sera bientôt disponible dans toutes les autres langues. Cependant, parmi 1500 personnes, environ 50% ou 40% viennent de Russie, les autres étant des investisseurs étrangers. Voici 659 investisseurs de Russie, je regarde en ce moment. Ensuite, parmi les grands pays, il y a bien sûr l'Inde avec 125 investisseurs. Je vois qu'il y a 28 personnes d'Allemagne et du Vietnam, il y a 91 investisseurs. Un grand nombre d'investisseurs d'Afrique. Voici l'espace francophone. Nous avons ici le Burkina Faso, 40 personnes, le Bénin, 79 investisseurs. J'ai également regardé le code Douyaro, il me semble qu'il y a déjà plus de 100 personnes, 79 du code Douyaro. Cela signifie que cette région s'intéresse aussi au projet. Je vois que des investisseurs d'Europe s'intéressent activement au projet. Malgré tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, voici, je regarde la Lettonie, 13 investisseurs. L'Allemagne a 28 personnes. La Hongrie a pour l'instant 2 investisseurs. La Bulgarie, 24 investisseurs. La Biélorussie compte 22 investisseurs, l'Autriche en a 4. En général, comme vous pouvez le comprendre, en voyant déjà la géographie du projet, nous réalisons que le projet a vraiment suscité l'intérêt de personnes très diverses venant de différents pays. C'est un très bon indicateur. Et dès que toutes les informations seront emballées, correctement traduites, publiées, et que le travail sera régulier comme dans notre premier projet, je suis absolument sûr que ces résultats augmenteront de manière très significative et que les mêmes investisseurs d'Inde dépasseront probablement en nombre ceux de Russie. Alors, mes amis, voici les résultats que nous avons jusqu'à présent. Nous avons une progression stable dans l'achat de paquets. Je regarde par exemple les paquets par jour et en ce moment, j'ouvre les statistiques. Nous avons constamment entre 20 et 30 paquets que les investisseurs achètent. En gros, c'est un bon indicateur qui montre que nous avançons de manière régulière et stable. Je tiens à vous rappeler que nous ne sommes qu'à l'étape préliminaire, le financement du projet et le travail à part entière sur le projet n'ont pas encore commencé. Nous sommes simplement en train de nous préparer. Nous constatons déjà un grand soutien et, disons-le ainsi, les investisseurs qui nous soutiennent aujourd'hui, se trouvant dans une sorte de vide informationnel, bénéficient bien sûr des meilleures conditions d'investissement. Si vous investissez aujourd'hui au stade préliminaire, vous bénéficiez de conditions d'investissement. Par exemple, 2 fois plus attrayantes que celles qui seront offertes lors de la première phase, qui sera lancée prochainement. Nous avons d'ailleurs déjà discuté de cette question, à quel moment nous pouvons changer d'étape, donc cet événement n'est pas loin. Nous avons en quelque sorte dit dès le départ que la phase pré-lancement serait courte. C'est exactement ce qui va se passer. Nous prévoyons d'attirer environ 1 million de dollars dans le cadre de la phase de pré-lancement, mais déjà presque la moitié de cet argent a été levé au cours du premier mois.
De plus, nous ouvrirons bientôt la possibilité d'augmenter le paquet d'investissement que vous avez acquis lors de la phase de pré-lancement, et je pense que ce chiffre va augmenter d'environ une fois et demie. Beaucoup de gens souhaitent maintenant augmenter car nous avons dit que ces paquets préliminaires ne pourront pas être augmentés dès que nous passerons à la première étape. Et c'est vrai. Alors, mes amis, je vous félicite. Si vous avez déjà investi, vous avez saisi les meilleures conditions, vous avez eu le temps. Et rappelez-vous que vous avez encore la possibilité d'augmenter, mais il ne reste pas beaucoup de temps avant cela. Nous continuons de travailler. Notre travail visible, vous pouvez voir que les fonctionnalités de votre espace personnel sont mises à jour pour faciliter le travail sur deux projets. Nous sommes actuellement en train de finaliser la page d'atterrissage et nous commençons déjà à travailler sur le site. En gros, tout suit son cours. Le schéma juridique est actuellement en cours de finalisation. Certaines questions nécessitent un peu plus de temps, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de les résoudre en une seule journée. Mais je vous assure que cela se produira bientôt. Nous ne restons pas inactifs, nous travaillons sur le projet chaque jour et je pense que vous le voyez. D'autre part, le projet lui-même n'est pas à l'arrêt. Il y a constamment des négociations en cours, on décide au sujet de l'équipe, du bureau, de certains partenariats. Eh bien, je pense que Fedor Konstantinov en parlera plus en détail. Fedor, je te passe la parole. Bonjour à tous, encore une fois. J'ai aimé comment tu t'es trompé, tu as dit vol au lieu de rails, et avec les dirigeables, il est probablement plus approprié de parler de vol régulier, donc nous n'avons pas besoin de rails. Concernant les nouvelles, nous avons parlé de cela. Lorsque le schéma juridique sera formé, cela se forme. En général, le schéma juridique s'est établi. Le concept principal est construit. La majeure partie des documents, soit environ 90% de l'ensemble des obligations contractuelles, est déjà prête. Il ne reste que quelques touches à finaliser et le projet sera emballé d'un point de vue juridique. Il sera totalement sécurisé pour les investisseurs. Le projet sera protégé. Sous tous ces aspects, tout sera légal et cela se produira déjà la semaine prochaine. Nous aurons probablement une nouvelle mardi prochain disant « Hourra ! Maintenant nous sommes officiellement des gars cool et nous avons officiellement lancé le projet ». Ce schéma juridique est prêt tant du côté du système financier que du côté russe. La réception d'argent est aussi une tâche non triviale et tout est vraiment déjà prêt. C'est selon le schéma juridique. En ce qui concerne le bureau, bonne nouvelle, nous avons loué un bureau, trouvé le métro Sokol, environ 500 mètres carrés. Aujourd'hui, je vais envoyer une vidéo de présentation de ce bureau sur Telegram. Ils viennent de terminer des travaux de rénovation esthétique et on peint les murs. Regardez, tout est encore en bon état de fonctionnement. On nous a dit que dans une semaine, tout sera nettoyé et nous pourrons y entrer. Donc, si vous n'êtes pas encore sur Telegram, je pense que vous êtes tous déjà dans le groupe Telegram. Aujourd'hui, j'y mettrai une vidéo. Vous pourrez découvrir le nouveau bureau. Pavel Filipov a justement proposé aujourd'hui de convier au bureau les investisseurs les plus talentueux et remarquables qui généreront une idée géniale pour une application non triviale des dirigeables. Vous pouvez écrire vos idées dans les commentaires sous cette diffusion sur VContact ou sur YouTube. Nous les lirons. Concernant l'application non triviale, tout le monde sait et garde en tête l'image que le dirigeable est soit pour le tourisme, soit pour le transport de marchandises, soit pour le transport de charges non standards. Ce sont là les idées les plus répandues sur Internet et dans l'esprit des gens. Il existe une multitude d'autres applications pour les dirigeables, on peut en imaginer beaucoup, et voici l'une de celles qui m'a plu, que je viens de partager. Une personne nommée Lobov m'a contacté sur VContact. C'est ce que le dirigeable pourrait être. Un véritable centre médical volant ou une polyclinique qui se déplacerait entre les villes et les villages pour fournir des services médicaux. Et je n'ai vu nulle part cette idée sur Internet ni dans aucune visualisation. Et c'est une application très cool et non triviale des dirigeables. Et nous avons déjà notre premier gagnant.
et il ne sera pas seul. Donc, Vadim Vassilievitch peut encore en parler. Nous avons un peu discuté de cette histoire. Une autre application des dirigeables est assez ambiguë. Vadim Vassilievitch, bonjour. Bonjour, je salue tous les chers participants à ce webinaire. Le dirigeable est une technique très intéressante et il est possible d'y imaginer beaucoup de choses avec toutes sortes d'idées intéressantes. Je viens de me souvenir que cela avait déjà été réalisé. Quelque part dans les années 80, des scientifiques avaient utilisé un petit dirigeable avec une plateforme très complexe développée, comme une sorte de toile gonflable. Ils ont exploré les forêts tropicales en Afrique. C'est-à-dire que la canopée des forêts, à laquelle il est pratiquement impossible d'accéder pour l'homme, se trouve à environ 80-90 mètres au-dessus du niveau du sol, et le petit dirigeable s'envolait avec les chercheurs, se posant directement sur les cimes des arbres, et ils y collectaient des insectes, observaient la vie, regardaient quelles plantes, c'est-à-dire qu'ils menaient des recherches. En général, la recherche scientifique est un sujet très intéressant, et il y a de nombreux domaines différents où l'on peut envisager l'application des dirigeables, où ils aideront les scientifiques à mieux comprendre ce monde divers et varié. Alors, les chers amis, générons des idées brillantes, nous évaluerons les meilleures idées et inviterons les gagnants à venir au bureau avec nous pour voir ensemble ce qui va se passer ensemble. Peut-être que dans le futur, cela se réalisera et vous serez l'auteur de l'idée d'un super dirigeable. Alors montrons notre dynamisme, laissons libre cours à notre imagination et réfléchissons. Pendant que l'émission est en cours sur leurs applications. Pendant ce temps, je vais vous parler un peu plus des nouvelles. J'étais au département, à Bauman, avec Arkady, que je vous ai promis de vous présenter. Cette rencontre aura bientôt lieu. Avec Arkady, nous avons élaboré le programme des futures expériences aéronautiques qui nous mèneront par la suite vers des dirigeables stratosphériques et de futures expériences aéronautiques stratosphériques. Ce programme est déjà bien formé. Il a été établi avec le lancement des tout premiers appareils avant le Nouvel An, et cela a été un grand succès. Ce seront des appareils très sérieux et complets avec l'équipement scientifique nécessaire, ainsi que les outils nécessaires. Ils seront principalement utilisés comme des relais, comme des émetteurs radio, une multitude d'autres équipements de très haute qualité liés à l'atmosphère et aux mesures très précises. Tout cela s'inscrit dans une vision de développement. Ce sont les premiers pas vers des appareils stratosphériques. Nous allons les réaliser dans un avenir proche. Nous vous présenterons le programme en entier et en profondeur. Tout se passe assez rapidement comme ça. Nous pensions que nous élèverions la puissance aérospatiale dans 6 ans, mais il faut mener des expériences maintenant. Et nous allons certainement commencer, mais la stratosphère va même s'élever encore plus tôt, et cela s'est également produit cette semaine. Nous avons convenu et assemblé un certain expériment qui aura lieu à la fin septembre. Donc, maintenant, nous allons créer un contenu génial, filmer comment tout cela se fait, se lance, expliquer pourquoi tout cela est fait, comment cela s'intègre dans le cadre de notre énorme projet. Et oui, mais il y a aussi des avancées concernant le grand projet, notamment en ce qui concerne les premiers appareils, leur configuration et leur taille. J'en parlerai un peu plus tard, c'est sûr. Une fois arrivés au bureau, nous vous expliquerons avec les concepteurs comment tout cela va se présenter. Vous savez, il existe déjà des choses concrètes qui avancent. Je n'ai pas d'autres nouvelles. Nous avons visité des ateliers. En plus, les demandes concernant les aérogardes et les espaces pour installer la production continuent. Nous avons même regardé cette semaine-là un énorme atelier à Vlad Carina. Ils ont dit « Les gars, faites des dirigeables. Si vous avez besoin de vous installer, venez ici, regardez. Nous avons un espace infini. » Nous sommes allés voir et en résumé, nous avons pris note et dit « Bien, merci. Si cela s'avère utile, nous reviendrons certainement. »
Les premières idées commencent déjà à affluer. Une serre avec des concombres au-dessus des nuages, je suis d'accord, c'est vraiment génial. J'avais aussi quelque chose à dire. Bon, un peu plus tard, à cause des instituts, ils écrivent. J'ai juste oublié lequel et où. Kostrama, c'est soit technique, soit polytechnique. Ils ont vu notre webinaire, ont découvert notre projet et ont dit « Waouh les gars, nous sommes prêts à aider ». Ici, ils ont des matériaux 3D, ils ont commencé à parler de nouvelles choses, et en ce qui concerne le travail du bois, c'est super moderne. Ils sont prêts à aider, et pour les tissus, pour tout en général. Allons-y pour collaborer, tout cela vient de tous les côtés, il y a une volonté d'aider, une volonté de participer. Nous notons tout cela sur une liste en énumérant les fonctions. En gros, je pense qu'une fois la phase 0 terminée, nous commencerons certainement en grand. Alors, Vadim Vassilievitch, passons à vous, à votre histoire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler plus en détail de votre profession? Comment y êtes-vous arrivé? Pourquoi l'aérostation après tout? En fait, nous n'enseignons l'aérostation nulle part. Il n'existe actuellement pas de telle chaire et on ne peut obtenir une spécialité en aéronautique que par un appel du cœur. J'ai terminé le MGTU nommé d'après Baumann. Ma spécialité, c'est la production d'appareils volants. Il était prévu que nous mettions tout de même un grand accent sur les fusées porteuses. Le département que j'ai terminé a été fondé en 1960 par les plus proches collaborateurs de Korolev. Et j'étais spécialiste des fusées balistiques, et très respecté. Mais revenons à environ 42, non, à environ 44 ans en arrière. L'année 80, juste après la fin des Jeux Olympiques, je suis arrivé en troisième année, et à l'époque, ce n'était pas encore le MGTU, mais le MVTU nommé Baumann. Il y avait une très bonne tradition d'impliquer les étudiants le plus tôt possible dans l'activité scientifique et technique de conception. La société scientifique étudiante, nommée d'après Joukovski, a activement travaillé, où les gens s'engageaient dans la science, et parallèlement à cela, il y avait une société de conception étudiante, où les étudiants s'essayaient déjà à divers projets, dans la conception de différents systèmes, et j'ai été attiré par l'un des groupes de la société étudiante de conception. Il s'appelait JIALA. JIALA, c'est en abrégé le groupe d'études des aéronefs aérostatiques. Eh bien, le nom avait un petit côté prétentieux. La référence au GIRD, groupe d'études du mouvement réactif, c'est en fait avec ce petit groupe que toute notre technologie spatiale et de fusée a commencé. Il était dirigé par Evgueni Trofimovitch Baïda, une personne très intéressante, très réactive. Il recrutait de jeunes étudiants inexpérimentés et les lançait immédiatement dans le vif du sujet. Nous avons immédiatement pris la scie et la lime, le fer à souder, la machine à souder et avons commencé à concevoir et à construire de petits aéronefs, des aéronefs aérostatiques. Ils ont participé à des conférences, ils ont participé à des expositions. À l'époque, il y avait encore le Komsomol. Au Komsomol, il y avait une direction spéciale, tout un département appelé NTTM, Créativité scientifique et technique de la jeunesse. Ce département, la direction du Komsomol, développait notamment la créativité technique parmi les jeunes et organisait des expositions des réalisations de la NTTM. Je me souviens de l'exposition de 1982 qui a eu lieu à VDNH, dans l'ancien pavillon de Montréal, qui est encore là aujourd'hui. Des jeunes spécialistes et des étudiants de tout le pays y présentaient leurs réalisations. Eh bien, c'est ainsi que j'ai passé les 3 années suivantes dans ce groupe JL. Cela s'est terminé par le fait que j'ai commencé à demander un réajustement parce que nous avons été répartis après la 4e année. J'ai été affecté à l'usine de construction de machines de Tushino, c'est-à-dire que cela avait déjà été signé par le ministère de l'Industrie aéronautique, le 10e département, l'usine de construction de machines de Tushino. Ils travaillaient justement à ce moment-là sur une partie de Buran, mais comme je me suis passionné pour l'aérostation, j'ai commencé à chercher une possibilité de rejoindre le bureau d'études d'automatique de Dolgoprudny. C'est la seule entreprise de l'Union soviétique qui s'occupait officiellement de la technique de l'aérostation, et j'ai eu de la chance que le DKB et l'usine de construction de machines de Tushino appartenaient tous deux au même département du ministère de l'Industrie aéronautique, le 10e département. C'est pourquoi j'ai pris une lettre du directeur général de DKBA.
Je suis allé voir le directeur général de l'usine de machines de Tushino, je lui ai expliqué la situation, et il m'a écrit une lettre. J'ai emmené cette lettre au service des ressources humaines du ministère de l'Industrie de l'Aviation. On a pris mon dossier d'une armoire. On a déplacé une autre armoire, et je suis devenu officiellement affecté au bureau d'études d'automatisation de Dolgoprudny, où j'ai commencé à travailler en avril 1984, et je suis tombé dans le secteur de Boris Alexandrovitch Ivchenko, qui avait déjà pris la parole lors de ce webinaire, je ne sais pas, il y a 2 semaines ou une semaine. Il était responsable du secteur de l'aérodynamique et de la dynamique. En tant que jeune professionnel, j'ai commencé à travailler avec lui et à m'occuper des questions liées à la charge des dirigeables. Quelle charge doit-on exactement considérer pour un dirigeable? Quelles forces agissent précisément sur lui? Comment sont-elles réparties? Quels sont les principaux facteurs de force interne importants? Et toutes ces informations pertinentes, cruciales et essentielles étaient ensuite transmises aux concepteurs et aux ingénieurs afin qu'ils puissent concevoir ces structures. J'ai travaillé dans le secteur ROS, à la fois en tant que spécialiste et un peu en gravissant les échelons, ingénieur, ingénieur senior, mais ce qui devait arriver est arrivé, l'année 90 est survenue et le DKB est devenu complètement morose, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de travail là-bas, il n'y a plus de nouveaux projets en fait. Et à ce moment-là, j'ai décidé de retourner à Alma-Ata. Je suis revenu à l'Institut d'ingénierie de Baumann, mais comme cela ne s'est pas très bien passé non plus dans le domaine de l'aérostation, je suis passé à un domaine connexe, qui est proche de l'aérostation. Je me suis tourné vers la technologie sous-marine. J'ai commencé à m'occuper des appareils sous-marins. En principe, quelle différence y a-t-il à nager, dans l'air ou dans l'eau? La physique est à peu près la même. Et c'est même une bonne chose, car lorsque tu passes d'une direction à une autre, lorsque tu changes de direction, ton horizon s'élargit considérablement, tu vois les réalisations d'autres techniques, puis tu te consacres un peu à autre chose. Si là je m'occupais d'aérodynamique et de dynamique, ici je me suis davantage intéressé à la résistance, car sous l'eau, bien sûr, la pression est colossale. Il faut travailler sur des coques solides, bien les calculer, car les limites de poids sont présentes partout. Il faut savoir les concevoir pour qu'elles ne soient pas trop lourdes, afin qu'elles ne coulent pas l'appareil, pour qu'il puisse flotter, que le dirigeable puisse voler, que l'appareil sous-marin puisse flotter. Le bilan de poids, c'est presque une prière, c'est-à-dire qu'il faut toujours surveiller les masses pour ne pas dépasser les limites, pour que nous puissions encore flotter sans couler, que nous ne tombions pas et que nous volions. Il y avait des projets intéressants. J'ai fait beaucoup de choses là-bas, mais cela ne concerne pas notre sujet, donc je ne vais pas parler de ces projets. En 2004, je travaillais déjà à plein temps à l'Augure, le centre de montgolfières Augure. Il a déjà conçu de grands ballons aérostatiques, complètement énormes, de 12 000 mètres cubes, avec des charges utiles colossales. Il y avait de tels clients, et ici, le centre de ballons Augure se voit commander le travail suivant de manière très précise, détaillée et minutieuse. Le centre des projets d'infrastructure demande de développer des laboratoires volants pour surveiller les lignes de haute tension. Il s'est avéré que nous avons très peu d'informations, très peu. Les lignes à haute tension ont été construites il y a assez longtemps, de manière significative. La majeure partie a été construite dans les années 60-70, mais il n'y avait pas d'informations sur leur état, et même sur leur localisation précise, leur géolocalisation ou leur support. Et la tâche est devenue celle-ci. La Société fédérale de réseau s'est préoccupée de son patrimoine hérité de l'Union soviétique, qu'il fallait inventorier et comprendre l'état, et pour cela, il est très nécessaire de créer d'énormes bases de données qui incluront toutes les lignes haute tension, ainsi que tous leurs supports, et la surface sous-jacente et l'état, et il y avait une tâche de concevoir un dirigeable qui pourrait à la fois voler et réaliser une analyse complexe, détaillée et approfondie. Il y aura tout, des photos, des vidéos, du scan laser et un positionnement précis de tous les supports de lignes électriques, leur photographie précise, leur état technique, la vérification que tous les ancrages sont en place, le fléchissement des câbles et ce qui se passe sous ces câbles, ce qui a poussé, ce qui n'a pas poussé, quelles sont les distances.
entre les lignes haute tension et les objets les plus proches, disons. Parallèlement, l'état des isolateurs était testé et une caméra infrarouge était utilisée, car si ce ne sont pas les isolateurs, je confonds un peu, ce sont les fils eux-mêmes et les contacts des fils, car la technologie moderne. Ce qui est remarquable, c'est que la caméra infrarouge voit les différences de degrés, même le long des degrés, et si l'on vole assez lentement, pas aussi vite qu'en avion, mais à des vitesses comme celles des dirigeables, c'est-à-dire 100, 90, 80, 90, 100 km à l'heure, alors en principe tous les endroits où les fils sont chauffés sont parfaitement visibles dans les caméras infrarouges. De plus, l'état des isolateurs a été évalué avec une caméra ultraviolette, parce que si l'isolateur est défectueux, des courants et des fuites peuvent passer à travers. Parallèlement, il y a une fluorescence ultraviolette, et cela se voit également très bien dans la caméra ultraviolette très bien. Il y avait aussi deux récepteurs dans la bande radio de 50 kHz et 50 MHz, car s'il y a des problèmes avec les lignes haute tension, ces zones problématiques émettent précisément et de manière précise dans ces bandes de fréquences en cas de besoin et spécifique, et deux de ces dirigeables ont été construits. Spécialement pour cela, la filiale du CIP, l'entreprise Rascan, a construit un Eling à Kirjach pour deux dirigeables. Tout cela a été fait pour ce projet. C'était le début du projet en 1994. En 1995, la conception active des dirigeables était en cours. Le bureau d'études a travaillé de manière très intensive, car de si grands dirigeables d'un volume de plus de 5000 mètres cubes n'avaient probablement pas été construits en Union soviétique et en Russie depuis la guerre. Tout le temps d'après-guerre, et même avant cette période, les petits étaient encore en construction, mais pas les grands. C'est pourquoi il y avait une multitude de questions. Il fallait les résoudre rapidement. Les délais étaient très serrés, et quelque part au printemps 2006, les enveloppes et les dirigeables ont été transportés dans un hangar où un remplissage d'air a été effectué pour vérifier l'étanchéité de l'air. Après cela, l'enveloppe est dégonflée, mise sous vide, recouverte d'un filet spécial sur un support, et son remplissage en gaz est réalisé, c'est-à-dire que le gaz est injecté. De grands camions-citernes apportent environ 4500 mètres cubes de gaz, et toute cette procédure prend environ 5 à 6 heures. Le remplissage en gaz de l'enveloppe est effectué avec l'installation de l'empennage de renforcement avant, et en même temps, le montage de toutes les parties qui vont au-dessus de l'enveloppe, comme les câbles et les feux de navigation, est réalisé afin de ne pas avoir de difficulté à y accéder plus tard avec des tours, mais de tout monter immédiatement. La gondole a été livrée environ 2 semaines plus tard, et l'assemblage et le réglage du dirigeable ont commencé. Étant donné que le dirigeable était déjà construit selon des technologies modernes, nous n'avions aucune liaison mécanique entre le joystick du pilote et les gouvernails aérodynamiques, comme c'était le cas sur les Zeppelins, où les gens activaient effectivement le gouvernail. Comme sur un navire, un tour de volant signifiait un angle de déviation du gouvernail de 2 degrés. Tout était moderne. Les pilotes avaient des joysticks et des écrans affichant l'état actuel. Des gouvernails, il y avait un échange numérique entre les deux ordinateurs centraux qui traitaient les données des joysticks et transmettaient ensuite au contrôleur de commande qui gérait directement les actionneurs. Il a été décidé de mettre en place 8 gouvernails, c'est-à-dire 4 plans de stabilisation. Il y avait 8 gouvernails. Cela avait pour but d'augmenter considérablement la réserve et les sections extrêmes que nous pouvions utiliser pour efficacement contrer les oscillations en roulis. Et donc, la création et le développement de ce système, le système de contrôle à distance, c'est-à-dire le fly-by-wire, ce qui est renommé système fly-by-wire, a pris un certain temps, en plus des instruments et de l'équipement instrumenté, et nous avons traîné avec cela tout l'été
tout l'été 2006. C'était en fait une période à la fois folle et intéressante. Je me souviens déjà, maintenant, en y repensant, cela m'a paru passer comme un jour, parce que c'était un travail continu. 12 heures par jour. Je faisais constamment des allers-retours entre Moscou et Kirjatch. J'en suis vraiment arrivé au point de passer toute la longue journée assis, et même au travail, jusqu'à la fin, pendant que les concepteurs commençaient à se disperser, je résolvais certaines questions. Après cela, je sautais dans ma voiture et je partais pour Kirjatch, parce que le matin, il y avait des vols. Je devais être présent au vol, c'est-à-dire que pour que je puisse arriver tranquillement le soir, quand les routes sont déjà, comme on dit, dégagées, et que je puisse bien dormir. Et le matin à 6 heures, j'étais dans le hangar et j'assistais au vol. C'était une période incroyablement intéressante et nous avons construit ces deux dirigeables, les avons remis aux clients, ils ont volé, ils ont été exploités. Après cela, d'autres projets ont suivi et deux dirigeables supplémentaires ont été construits pour le gouvernement de Moscou. Ils étaient conçus comme des quartiers généraux volants, mais ces dirigeables, malheureusement, n'ont jamais été assemblés. Ils sont restés dans des caisses. Ainsi, il n'y a pas eu d'application. Et ensuite, ils ont été, pour une raison quelconque, pour une raison quelconque, ils ont été rayés. Pour une raison quelconque, ma caméra a, je ne sais pas ce qui s'est passé, Nous allons nous rétablir maintenant. parce que je me vois bien chez moi, mais je vois que dans l'émission en direct, il n'y a qu'une de mes oreilles. Eh bien, voyons cela. Que s'est-il passé? Oui, c'est une question technique. Vadim Vassilievitch, pourquoi ont-ils fabriqué un tel dirigeable pour le gouvernement, alors qu'ils sont restés là, sans être assemblés? Ils n'ont pas baissé. Ils n'ont pas construit d'hangar. Ils n'ont pas construit d'hangar comme l'a fait le CIP. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine confusion entre les départements. Quelqu'un était responsable des dirigeables, quelqu'un d'autre de l'exploitation, mais personne n'a pensé à l'endroit où ils allaient être stationnés, où ils allaient être exploités, où ils allaient être assemblés. Je ne sais même pas pourquoi, je n'ai jamais abordé cette question. Et un cinquième dirigeable a également été construit. Il a été construit pour les Français. Un personnage français aussi célèbre que Jean-Louis Tien, on me l'a présenté comme un Senkevitch français, afin que je comprenne mieux quel genre de personne c'était. C'est une personne très médiatique, très connue en France. Il voulait explorer l'Arctique avec ce dirigeable. C'était précisément en 2006-2007. Tout le monde parlait du réchauffement climatique. D'ailleurs, nous l'observons, 29 degrés le 14 septembre. Je n'ai jamais rien rappelé de tel dans toute ma vie, que ce soit aussi chaud. Et il voulait voler en dirigeable vers l'Afrique, mesurer l'épaisseur des glaces là-bas, tout ça, pour lui c'était. Il a commandé ce cinquième dirigeable, il a été construit et envoyé en France. Là, nous l'avons. À l'aéroport de Marseille, ils ont assemblé et testé les dirigeables avant de les remettre aux clients, afin qu'ils puissent se préparer. Pour cette expédition arctique, il y avait aussi un projet très intéressant. Si quelqu'un parmi les fans du film Taxi, le célèbre film français, se souvient, l'assemblage du dirigeable a eu lieu dans le même hangar où la voiture est présentée au ministre japonais. Vous vous rappelez de la scène où la voiture est présentée au ministre japonais, où il y a une situation drôle lorsque le coussin de ce pauvre chauffeur se déclenche et le coussin le presse. C'est exactement dans ce hangar que ce dirigeable a été assemblé. Il en est sorti et a effectué des vols d'essai. À l'aéroport de Marignane, Marinine est en réalité à peu près la même chose que Sheremetyevo pour Moscou, Marignane pour Marseille, et ensuite il a volé vers Cannes, non pas à Cannes même, il a volé jusqu'au village près de Cannes, Fayence, et c'est là que se trouvait justement l'expédition de Jean-Louis Kim. Ils y effectuaient des vols d'essai pour l'entraînement. Nous nous préparions à décoller, et le lancement était prévu avec beaucoup de pompiers directement depuis les Champs-Élysées. Ils voulaient décoller de là et voler directement vers le nord, mais malheureusement, nous étions déjà partis, et nos spécialistes n'étaient pas là. Les Français étaient seuls, et ils ont commencé à bâcler le travail, à enfreindre nos instructions, notamment celles concernant le montage du mât d'amarrage. Ils ont remplacé nos colonnes que nous leur avions transmises. Ils ont dit qu'elles étaient très lourdes, encombrantes et difficiles à manipuler. Ils ont proposé de trouver un montage de mât plus léger. À quoi cela a-t-il conduit? Quand un vent très fort, disons en rafale, est venu de la mer
de la Méditerranée, c'était tout de même l'hiver, le Mistral soufflait très fortement, ce dirigeable a arraché ce mât avec la terre humide, des pluies tombaient, et comme une carotte, il a été entraîné avec lui, puisque c'était un aéroport, renversant en chemin des avions à moteur électrique. Eh bien, il est arrivé à un certain bâtiment, et là, il a péri. Malheureusement, cette expédition s'est terminée ainsi et les Français n'ont pas voulu la reprendre après la perte de ce dirigeable. D'ailleurs, ils l'ont perdu par leur propre stupidité, tout en essayant de faire porter le chapeau sur nous. Ils disent que la technique n'était pas tout à fait conforme, mais je ne suis pas d'accord avec eux, c'était purement de leur faute. Et parce qu'il n'y a rien pour les Français à établir des records sur des dirigeables russes dans le nord de la Suisse, en fait, Il y avait des débats, il y avait des disputes. Peut-être que c'était encombrant, nous avons tout fait en acier, peut-être qu'il aurait fallu le faire en aluminium, c'est une expédition polaire. C'était difficile de tout transporter, mais il était déjà trop tard pour changer quoi que ce soit, car les délais, comme toujours, sont très serrés. Il faut tout faire très rapidement, et il est malheureusement impossible de faire des erreurs, parce que corriger une construction déjà prête est très, très difficile. C'est pourquoi la rigueur dans la conception est sacrée. Moins nous ferons, disons, ce qui devra être refait ensuite lors de l'étape d'essai, plus rapidement le projet ira en série. Il volera et tout le reste, sans aucun doute. mais voici une preuve directe que violer les instructions d'exploitation est interdit. Non, 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 pas du tout, en aucun cas. Les gens pensaient tout de même que ce n'était pas fait simplement comme ça. Tout a été calculé, il existe des normes selon lesquelles ce dirigeable a été certifié, c'est chez nous. Mais ils sont à peu près identiques, simplement appelés différemment dans différents pays. Chez nous, ils s'appellent les critères de navigabilité des dirigeables, un document officiel. Adopté par l'enregistrement aérien, et conformément à celui-ci, le dirigeable a été certifié, c'est-à-dire testé et vérifié, et conformément à ces normes, en général, un dirigeable doit pouvoir manœuvrer de manière stable autour du mât d'amarrage jusqu'à des vitesses de 35,7 mètres par seconde. Pouvez-vous imaginer exactement quelles charges agissent sur ce mât et précisément quel type de colonne de forage était nécessaire pour le maintenir afin de résister à de telles forces? Bien sûr, quand cette rafale est arrivée, elle était suffisamment forte, elle dépassait 20 mètres, mais 35 mètres par seconde, cela n'y ressemblait même pas, et leur fixation collante, celle qu'ils avaient là, n'a tout simplement pas tenu. Elle a été arrachée du sol comme une carotte. Imaginez-vous, vous prenez une carotte dans le potager, vous l'arrachez. C'est à peu près comme ça que plusieurs fixations ont été arrachées. Elle était solidement ancrée au sol par des câbles très résistants et robustes. Le sol est doux là-bas dans la faïence. J'ai été sur ce terrain. C'est un champ d'aviation ordinaire pour l'aviation légère. C'est là que ce dirigeable était basé. Tout cela était triste. De plus, plusieurs clients potentiels qui s'intéressaient beaucoup à ce projet ont disparu. Eh bien, je dis que c'est bien que tout cela se soit passé en France, et non pas lors de l'expédition elle-même, et personne n'a été blessé, et tout le monde est resté en vie. Eh bien, il est impossible de tirer à cause de la glace. Ils s'attendaient à ce que ce support tienne dans la glace. La glace est tout de même vraiment beaucoup plus solide que la terre humide et très détrempée du sud de la France. C'est justement en février qu'il pleut chez eux. Tout est vert là-bas, la terre est humide. Pour être honnête, quand on me l'a annoncé, m'a vraiment frappé comme un coup de couteau au cœur. Tant d'efforts ont été investis dans cet appareil, c'était vraiment dommage. L'expérience était d'ailleurs très intéressante, car ils avaient engagé pour cette expédition un pilote américain, très, très célèbre, malheureusement décédé aujourd'hui. À ce moment-là, c'était le pilote le plus, disons, titré, le pilote de dirigeable le plus expérimenté. Il a amassé environ 17 000 heures de vol sur des dirigeables et il est très respecté dans son domaine. Et il a commencé à voler sur ce dirigeable. De plus, il a commencé à voler d'une manière complètement différente de celle dont nous volions. C'était tout très intéressant. Regardez comment il gère tout cela. Et je le répète, piloter un dirigeable n'est pas compliqué. Le dirigeable est stable, il ne va pas s'écraser, il ne va pas tomber. Et quand tu voles sur un itinéraire, en principe, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences de super pilote de chasse, c'est-à-dire que c'est un travail assez routinier. Les merveilles commencent quand il faut accoster, car le dirigeable, malheureusement,
n'est pas très maniable à basse vitesse, les rôles deviennent peu efficaces. Nous avons essayé de manœuvrer en tournant le moteur, en utilisant la différence de poussée du moteur. Il y avait 2 hélices. Ils tournèrent de différentes manières chez nous. Nous pouvions créer des moments même autour de l'axe vertical, mais en passant, nos pilotes ont volé, mais pas aussi audacieusement que celui de Corca. Corky, c'est son surnom. Le bouchon d'une bouteille de bière, il aimait beaucoup ce surnom. Je ne sais pas pourquoi. Je me serais probablement vexé si on m'appelait ainsi. Il aimait quand on l'appelait ainsi. Il avait déjà bien plus de 70 ans. Mais bien sûr, ces étapes de décollage et d'amarrage, c'était tout simplement fantastique. À quel point il exécutait tout cela avec précision. Eh bien, je le répète, l'expérience est très importante pour un pilote de dirigeable. Parce que tu effectues une action en ce moment et que tu vois le résultat dans quelques secondes, c'est-à-dire que tu dois constamment calculer dans ta tête où cela va mener, évaluer ces choses-là. Je ne suis pas pilote, donc il m'est difficile de juger, mais selon les pilotes, c'est comme ça. Il faut constamment penser à l'avenir, à la façon dont l'appareil se comportera dans quelques secondes ou dans quelques dizaines de secondes, et comment il réagira à vos actions. C'est un peu comme le transport maritime, n'est-ce pas? Ils ont déjà engagé la marche arrière, mais le navire continue à avancer. Ce n'est pas tout à fait ça, bien sûr, car nos masses d'inertie ne sont pas aussi grandes qu'on le souhaiterait, mais c'est quelque chose de similaire. C'est pourquoi, dans le nouveau projet, nous allons bien sûr résoudre tous ces problèmes. Nous aurons des dispositifs de manœuvre et notre contrôle à basse vitesse sera réalisé de manière beaucoup plus efficace. Nous réfléchissons à cela, nous sommes également à l'étape de pré-lancement. Nous nous préparons déjà au lancement, nous comptons, nous concevons, nous réfléchissons à la manière de le faire, nous comparons différentes options. Ensuite, lorsque le lancement commencera, nous en informerons tout le monde. Vadim Vassilievitch, pourriez-vous nous parler un peu plus en détail de votre rôle et de votre contribution à la construction de ces dirigeables dont vous avez parlé, l'AU-30? Eh bien, disons que, à vrai dire, comme tout grand aéronef, c'est le fruit du travail d'une équipe, en fait, en réalité, pour être précis, en toute honnêteté. Bien que ce ne soit pas un si grand collectif, ce n'est pas le bureau d'études Tupolev, ni le bureau d'études Yakovlev, ni le bureau d'études Ilyushin, où des milliers de personnes travaillent. Disons que dans le centre de haute technologie Avgur, il a déjà construit son travail d'une manière un peu moderne, c'est-à-dire qu'il y avait un petit noyau. Pas un défaut, mais un noyau d'employés permanents, et nous avions beaucoup de travailleurs à temps partiel, de nombreux enseignants, mes collègues, d'autres entreprises aéronautiques qui s'intéressaient également à l'aérostatique, prenaient en charge certaines tâches pendant leur temps libre et faisaient quelque chose, résolvaient des problèmes. De plus, nous avons beaucoup externalisé. Voici donc la conception de la nacelle, la conception de la queue, a été réalisée pour nous par l'OSKB SMAI, un bureau d'études expérimenté de l'Institut d'aviation de Moscou, qui a conçu des avions de sport et divers avions expérimentaux. Ces gars-là nous ont beaucoup aidés, et avec la nacelle, et avec le revêtement, et encore avec certains systèmes, c'est-à-dire avec la mécanique. Voici le système de télécommande lui-même, bien sûr, tout cela a été fait sous notre contrôle, selon notre cahier des charges, qui a été réalisé pour nous par le bureau d'études en automatisation industrielle. C'est de Saratov, les gars étaient aussi très professionnels, donc c'est une grande équipe. Le chef de projet y garde, disons, en fait en tête l'idée de quel appareil doit être réalisé, en fait, parce que cela se passe un peu. Comme le cygne, le crabe et la carpe, chacun tire dans son propre sens. Il faut, en effet, assigner quelqu'un, mettre des limites plus strictes à certains. Et quand ce projet est conçu pour la première fois et qu'il n'y a pas, disons, d'analogue, il faut alors, en fait, de manière significative, inventer les cadres à mettre en place. Il faut trouver un moyen de faire en sorte que, d'une part, la personne travaille vraiment, et que ce ne soit pas, disons-le comme je le dis parfois en plaisantant, fait de manière si lourde qu'on pourrait le couler en fonte aéronautique, et en même temps ne pas enfermer dans des cadres si stricts que cela devient impossible à réaliser, des réunions permanentes, des dialogues, des discussions, des propositions. Il faut beaucoup compter soi-même, estimer et surveiller constamment le poids de manière régulière, et pour ne pas dépasser, discuter, forcer à refaire si quelque chose ne te convient pas, surtout en ce qui concerne le poids ou un certain aspect constructif. Parfois, il fallait forcer à refaire, c'est-à-dire qu'il fallait obliger à corriger quelque chose à nouveau. Et voilà un tel travail d'équipe
que j'ai dirigé du mieux que j'ai pu en tant que leader, avec mes compétences et ma compréhension approfondie, et avec une grande attention aux détails. Et cela, tout d'abord, apporte énormément de connaissances, et cela a permis d'apporter une quantité considérable de connaissances. Maintenant, lorsque je vais réaliser un nouveau projet, et que j'en ai déjà fait un autre après cela, et qu'il y aura maintenant un autre nouveau projet, cette expérience, comme on dit, ne disparaît nulle part. Tu vis avec, et tu ferais déjà beaucoup de choses différemment, même au stade de la remise du cahier des charges. Je ferai la construction différemment, avec d'autres solutions. C'est un développement constant. Tu avances, et les personnes qui conçoivent cela avancent aussi. Et tu fais la connaissance de nouvelles personnes, elles te racontent quelque chose, commencent à comprendre quelque chose de nouveau. C'est un processus très très intéressant. Et ceux qui exercent une activité d'ingénierie ou qui prévoient de s'y engager, je les conseille vivement. C'est un processus très créatif. Bien sûr, il y a beaucoup de routines. Il y a beaucoup de routines car les méthodes modernes de conception sont en fait conçues pour obtenir le meilleur résultat possible dès le premier essai et de manière efficace et précise pour qu'il y ait le moins de modifications et de corrections possibles lors de la phase des essais en vol. Cela nécessite un très grand volume de conception et de calcul très minutieux. Il s'agit d'un flux constant d'informations, de chargeurs, de matériaux, de concepteurs, et de plus, et encore, et de plus, et de concepteurs. Différentes versions du projet sont en cours. Version 0, première version, il y a constamment des précisions, parce que nous, par exemple, avons créé un appareil dans sa version 0, nous avons obtenu une certaine répartition des masses, nous commençons à concevoir, à examiner les charges d'inertie, à analyser les charges aérodynamiques, à calculer les charges de certains éléments séparés, à concevoir ces éléments. Ils sont réalisés, il s'avère que certains pèsent plus lourd, d'autres plus légers, les masses se redistribuent, il faut épaissir certaines parties, il faut préciser d'autres, et à un certain stade, tout cela passe au tour suivant, à la page numéro 1, déjà plus précisée, et donc après plusieurs tours. Eh bien, ce n'est pas l'enfer, mais la construction de dirigeables, tu arrives à une version plus ou moins acceptable, que l'on peut déjà, disons, transmettre à la production, et quand les délais sont très serrés, malheureusement, ces traditions sont un peu perturbées, et nous courons un peu devant la locomotive, et commençons à fabriquer quelque chose, puis d'autres pièces arrivent, et il faut déjà tout refaire. Sur le U30, il en était ainsi avec le renforcement avant, il a fallu le refaire complètement. Le renforcement avant qui avait été conçu au départ a été abandonné, et un nouveau a été conçu, car certains éléments n'avaient pas été pris en compte. En effet, il s'est avéré qu'il ne supporterait pas ces charges terribles, 35,7 mètres de vitesse du vent et une rafale latérale de 7,62 mètres par seconde. C'est pourquoi le renforcement avant a été redessiné pour ces charges. C'est avec lui qu'il volait. Il n'y avait jamais eu de problème. Après tout, la destruction ne s'est pas produite dans le renforcement avant, mais précisément à l'endroit où le mât était fixé au sol. Quoi d'autre, Fédor? Qu'est-ce qui t'intéresse encore? Délai serré, délai serré. En combien de temps un dirigeable est-il construit? Eh bien, pour le U30. Selon le contrat, il était prévu qu'un an s'écoule entre la signature du contrat et le premier vol. Bien sûr, nous n'avons pas respecté ce délai d'un an. Le premier vol a eu lieu 1 an et demi plus tard. Mais c'était quand même très compressé, c'était vraiment très compressé. Il est souhaitable qu'il faille environ 1 an à 1 an et demi uniquement pour la conception pure, afin de ne pas commencer la fabrication trop tôt. Nous étions encore en train de concevoir la cabine, tandis que les matrices pour le moulage des panneaux de la gondole en matériaux composites étaient déjà en cours de fabrication, qui devaient être montées sur le cadre en aluminium, et cela nous a déjà beaucoup limités en ce qui concerne la configuration de la cabine, car les matrices étaient déjà prêtes. Et nous devions partir du principe qu'elles étaient telles qu'elles sont. Et nous devions nous adapter à ces dimensions, disposer les instruments, placer le pilote, et examiner l'ergonomie en tenant compte de cela. Et ce fait sans la construction de l'élingue, l'élingue était-il déjà prêt? L'éling était construit en parallèle, nous avions un projet signé et le début de la construction de l'éling. D'ailleurs, nous y allions et vous, et aussi nous, et l'éling a commencé à être construit, et il y a eu une grande réunion, et j'y ai prouvé que l'éling est petit, qu'il faut l'agrandir,
et ils m'ont entendu, il a été allongé de 12 mètres supplémentaires, une autre section a été ajoutée, et elle a été livrée. Et donc, après 1 an et demi, depuis la signature du contrat, vous avez décollé. Eh bien, en réalité, cela se passe rapidement. D'autant plus que, en fait, je suis arrivé dans ce projet 2 mois après la signature du contrat, c'est-à-dire qu'un contrat a été signé, j'ai été invité, mais je ne pouvais pas partir juste comme ça parce que j'avais des projets dans le domaine de la technologie sous-marine. Je devais en réaliser une partie et transmettre l'autre partie aux gars pour qu'ils puissent continuer à travailler. Et dès que j'ai réglé toutes mes affaires liées à l'émission, c'est en avril 2004 que j'ai commencé à travailler sur le projet, enfin à la conception. Beaucoup de choses ont déjà été faites, mais il a fallu effectivement augmenter le volume de l'enveloppe. Certaines choses étaient déjà en place. Déjà, pendant que j'étais là, lorsque nous avons commencé à mener ce projet, il a augmenté d'environ 4500 mètres cubes à 5, non même plus, 4200. Quand je suis arrivé, l'appareil était encore de 4200 mètres cubes. Nous avons déjà construit un volume de 5065 mètres cubes. C'est le volume déployé en tenant compte du fait que le tissu était encore en lappa. La couche de puissance s'étire un peu mieux. Donc, lorsque nous avons effectué l'étape de pressurisation de la coque avec de l'air, nous avons effectué une mesure précise de la quantité d'air que nous y introduisions à travers un débitmètre, et nous avons mesuré 5200 mètres cubes. Nous considérons que cet appareil avait un volume de 5200 mètres cubes. Le volume déplié de 5065, c'est à cause de la compressibilité de la coque sous pression qu'elle s'étire. Cela fait 5000 mètres cubes, mais en réalité, c'est 5200. 5200, oui, 5200, en effet. Et cet appareil, à partir duquel nous allons commencer, c'est cette formule 500 sur 500, ou comme auparavant, le yacht volant. Sera-t-il plus petit? Eh bien, pour être honnête, je ne peux pas parler du yacht volant. Il y a son propre chef de projet. Je vais vous parler un peu de cet appareil de 60 000 mètres cubes, si vous le souhaitez, car nous commençons également à réfléchir à son sujet. Eh bien, ce sera un autre appareil. C'est encore une fois une nouvelle expérience pour nous, car nous n'avons jamais construit d'appareil avec. Une structure rigide à la manière des Zeppelins. Je vais expliquer pourquoi un design de type Zeppelin, bien que 60 000 mètres cubes soit un volume qui, avec les matériaux modernes, peut être réalisé avec une structure souple, car les technologies ont fait de grands progrès et il existe maintenant de nombreux fils synthétiques à haute résistance, vous savez, comme le Kevlar, le Vectran et d'autres. Et bien sûr, même par rapport au Lavsan, au tissu en polyester, c'est un tissu plusieurs fois plus résistant, avec une résistance spécifique très supérieure en comparaison avec les structures en coton sur lesquelles volaient, disons, les dirigeables d'avant-guerre. Il n'y a même pas de quoi en parler. Et en principe, si nous utilisons des matériaux textiles modernes et très résistants comme couche de puissance, il est tout à fait possible de construire des dirigeables souples d'un volume d'environ 50 à environ 60 000 mètres cubes. Mais puisque nous allons transporter des personnes, c'est ma position fondamentale, et Alexandre Nikolaïevitch Kilin le dit aussi. Il doit y avoir une structure, car la structure, c'est la sécurité. Lorsque nous maintenons la forme de la coque uniquement grâce à la pression interne, il y a toujours un risque. De plus, le risque n'est pas le même que pendant le vol, car en vol, le pilote contrôle tout. C'est un risque au sol. Il faut toujours constamment surveiller la pression pour que l'enveloppe soit toujours remplie et maintenue en bon état. Même dans les cas où les dirigeables de la nouvelle ère, comme le Skyship, sont utilisés, je sais qu'il y en a eu un qui a été perdu à cause de conditions météorologiques défavorables. Il a été perdu parce qu'on n'a pas surveillé la pression. Lorsque l'appareil était à l'arrêt sur le mât, la pression a été perdue, un vent fort est revenu, et malgré tout, l'enveloppe sans pression n'a pas pu y faire face. Une structure rigide élimine les problèmes, c'est-à-dire que la pression sera maintenue, car c'est ce qui permet au cadre de fonctionner. Il y aura donc une enveloppe étanche qui aide à maintenir la pression, soutient le cadre et donne une forme plus aérodynamique et arrondie, moins anguleuse que les dirigeables du passé.
mais le cadre nous sauvera toujours, que ce soit au moment du stationnement ou en cas de perte de pression en altitude pendant le vol. Rien de grave ne se produira, il suffira de réduire légèrement la vitesse pour diminuer la charge sur le cadre et nous pourrons continuer à voler même sans pression à l'intérieur de l'enveloppe. De plus, ce qui est le plus important, c'est le sectionnement. Si vous avez une structure rigide, vous pouvez diviser le volume de gaz interne en plusieurs sections. C'est-à-dire qu'il s'agira en fait de sacs de gaz et même la destruction d'un, de deux, voire de trois sacs de gaz ne mènera à rien. C'est-à-dire que l'appareil pourra effectuer un vol, même s'il ne sera pas aussi rapide, aussi beau, ni aussi captivant, mais il pourra revenir, atterrir à la base. Aucun danger pour les passagers, c'est une question de sécurité, c'est pourquoi l'appareil de 60 000 m3 mesurant 140 mètres aura obligatoirement une structure interne rigide. Nous réfléchissons actuellement à la manière de le réaliser, à son apparence. Nous effectuons déjà quelques calculs. Nous pensons que, c'est mon idée, il faut tout de même se comparer aux meilleures constructions qui ont existé. Parmi ces dirigeables rigides, il y a le légendaire LZ-127 Graf Zeppelin, 127 Graf. Nous devons, en tenant compte de la technologie moderne, le surpasser sur tous les points. Nous serons plus petits, mais nous transporterons plus, volerons plus loin, plus vite et en toute sécurité, notamment parce que nous utilisons de l'hélium non combustible comme gaz porteur et non de l'hydrogène. Malheureusement, ces catastrophes les plus terribles, qui ont mis fin à l'ère des dirigeables, se sont produites parce qu'ils volaient tout de même à l'hydrogène. Cela nécessite une très grande précaution dans la manipulation du dirigeable, c'est-à-dire que peut-être l'équipe n'était pas assez prudente, pas suffisamment préparée. Voici ce plus grand dirigeable, le LZ-129 qui a pris feu. Les débats continuent sur les raisons pour lesquelles il a brûlé en Amérique. Personne dise que c'était un acte de sabotage, que c'était un dirigeable organisé par des antifascistes. Eh bien, je ne sais pas. Certains disent que c'était une erreur de l'équipage, en particulier le commandant qui a commencé à effectuer des manœuvres très fortes et très brusques, des manœuvres intenses et soudaines, lors de l'approche du champ d'amarrage sur la plateforme. Bien qu'il vienne juste de passer du gaz, le vent était également très fort. Eh bien, vous devez comprendre que les méthodes modernes de conception et de calcul pour de telles constructions complexes composées d'un si grand nombre d'éléments ont été développées à l'époque dans les années 20. C'était tout de même plus intuitif. Il est impossible de calculer précisément la résistance de cette structure par des méthodes, disons, même avec une calculatrice dans la ligne de griffonnage. C'est de l'expérience, c'est de l'intuition d'ingénieur, mais honnêtement, je suis prêt à tirer mon chapeau au fait que des gens sans de telles possibilités ont créé de telles constructions magnifiques, et nous, armés de connaissances modernes et programmes contemporains, devons tout faire mieux. Ce sera plus sûr, ce sera plus manœuvrable, ce sera plus rapide, ce sera plus confortable pour les gens et pour tout le reste. Ce sera un projet merveilleux. Je rêve qu'il se réalise. J'ai hâte de commencer. J'attends avec impatience le lancement de ce projet. Oui, dès que le prélancement sera terminé, le lancement aura certainement lieu. Tout se met en place pour nous et tout est à notre disposition. Amis, je vous rappelle qu'au début du webinaire, nous avons lancé un concours pour des idées non triviales sur l'utilisation des dirigeables. Je vois qu'elles commencent déjà à affluer dans les commentaires. Encore une fois, ceux qui viennent de joindre à nous et qui n'ont pas entendu, écrivez, réfléchissez à la manière dont les dirigeables peuvent être utilisés dans le monde moderne. Et dans le futur, en visionnant, imaginez ce que cela pourrait être, en dehors des applications qui sont décrites sur Internet, comme le tourisme, le transport de grande taille, le transport de conteneurs, ou peut-être de nouvelles idées, comme une scène de concert volante par exemple, ou une scène de concert sans pilote, équipée de haut-parleurs et de musique lumineuse, où elle se pose. Pour un concert, il peut y avoir environ autant d'idées qu'il y a de personnes, chacune ayant 10 idées. Veuillez écrire dans les commentaires, nous choisirons mieux, nous lirons, et peut-être même nous réaliserons. Ceux que nous marquerons d'une coche, comme des gars cool,
Avec des idées géniales, nous les inviterons au bureau dans un avenir proche. Oui, nous irons au bureau, nous nous assiérons ensemble, nous discuterons, et peut-être que nous commencerons même à construire quelque chose. Pierre, puis-je aussi proposer mon idée d'application originale? Écoute, j'ai eu une idée complètement folle. Un état civil volant, un mariage scellé dans les cieux. C'est vraiment génial. Je pense que cela sera très demandé. Eh bien, un palais? Un mariage? Pourquoi pas? J'y ai aussi certainement pensé, bien sûr. Je ne sais pas d'où vient une telle idée. J'ai probablement généré un dirigeable au-dessus de Moscou, à l'aide de réseaux neuronaux. Et chez nous, quand on demande aux réseaux neuronaux de dessiner sur Moscou, ils dessinent partout des coupoles, des églises, etc. Et il se trouve qu'après 5 minutes, je générais déjà des dirigeables orthodoxes au-dessus de Moscou. Ils étaient tous ornés d'icônes, tous avec des dômes et des croix. Tous. Je suis comme, eh bien, pourquoi pas? Nous avons des temples mobiles. Un temple volant, c'est aussi possible. Alors oui, les gars, il y a beaucoup d'idées. Générons ensemble. Le palais à Braxochan sera certainement très demandé. Je pense qu'il y aura une véritable file d'attente. La question est de savoir quelle taille nous pouvons nous permettre de construire un palais pour qu'il puisse vraiment s'appeler ainsi. Eh bien, il est quand même grand. Celui de 60 000 mètres cubes mesure 140 mètres. Il est assez grand. Ainsi, on peut emmener tous les invités avec soi dans le ciel, tous ensemble. Ils pourront voir toute la cérémonie là-bas. Je pensais aussi de la même manière en ce qui concerne les terrains de sport, par exemple, pour que ce soit un dirigeable sportif avec un mur d'escalade, par exemple, presque directement sur ce corps, où l'on pourrait sauter avec un élastique, faire du base jump en parachute, c'est-à-dire simplement un complexe sportif et de loisirs dans le ciel, qui est précisément lié à quelque chose de haut, comme l'escalade, parce que tu es en hauteur. Eh bien, encore une fois, cette tyrolienne, on peut imaginer plein de choses, jusqu'à prendre une soufflerie avec soi directement sur le dirigeable, dans la soufflerie. En gros, un complexe sportif, c'est aussi génial. On dit que c'est cher, et j'entends beaucoup de doutes, comme « Oh, le dirigeable, c'est incroyablement cher ». Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut un justificatif économique pour sa construction. Cela n'a de sens que si l'on réfléchit au coût de transporter une tonne sur 1 kilomètre, combien cela coûtera en dollars ou en cents. Tout se résume à cela. Tout le monde a peur de commencer quoi que ce soit, essaie de trouver des excuses. Mais je vois que l'image des dirigeables, c'est un peu comme celle des voitures, il y a 100 ans. On fabriquait des voitures uniques uniquement pour quelques privilégiés sur cette planète, pour des rois, des présidents et d'autres. Et maintenant, voici des voitures, s'il vous plaît, du petit au grand, il y en a beaucoup, production de masse. Je suis sûr qu'à l'époque, on pensait aussi que posséder une voiture était impossible, incroyablement difficile. Mais le temps passe, d'autres technologies arrivent, d'autres processus s'organisent, l'économie change. Alors peut-être qu'un jour, c'est à mon humble avis personnel, les grands terrains de sport seront enfin. Et finalement là, Vadim Vassilievitch. Oui, j'écoute bien attentivement. Des idées existent déjà, lisons-en quelques-unes. Par exemple, un observatoire avec un télescope. C'est déjà réalisé, mais pas sur des dirigeables, plutôt sur des ballons stratosphériques. En Antarctique, des expériences très intéressantes sont menées avec des télescopes. En d'autres termes, ce qui est impossible à voir depuis la Terre peut être observé depuis la stratosphère. En théorie, oui, les dirigeables stratosphériques auxquels nous parviendrons pourront simplement soulever des télescopes plus puissants que ceux qui sont actuellement utilisés. Dans l'ensemble, oui, l'idée est sensée. On dit que l'idée est de créer un système de sauvetage pour les équipages de sous-marins basé sur un appareil de 200 tonnes. C'est très raisonnable. Eh bien, peut-être même pas sur la base. De 200 tonnes, il n'en faut pas tant pour sauver l'équipage. Les équipages ne pèsent pas 200 tonnes. Je pense qu'un volume de 60 000 mètres cubes est tout à fait suffisant pour cette tâche. Voici l'idée d'une centrale électrique stratosphérique ou d'une station de lancement laser pour des microsatellites afin d'explorer le système solaire et de le dépasser.
Par exemple, Il faut regarder, il faut réfléchir. Si l'atmosphère permet déjà de transmettre une telle quantité d'énergie permettant de propulser des microsatellites, pourquoi pas élever une installation laser? Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes à ce sujet. ici ce sont toutes les idées d'une personne, Andrei Boulachev. Il a proposé un dirigeable comme supports intermédiaires pour les téléphériques ou les ponts légers, là où il n'est pas possible de placer un support, mais je pense qu'il ne s'agit plus d'un dirigeable, c'est une sorte de décharge statique sur laquelle est suspendu le même... Un dirigeable est tout de même quelque chose de volant et de contrôlable, alors que cet objet est statique. Mais dans l'ensemble, l'idée est que des projets similaires ont déjà été réalisés, comme pour le débardage forestier, c'est-à-dire pour éviter de construire des routes dans les forêts. Des câbles aériens avec des chargements aérostatiques ont été utilisés pour déplacer des arbres abattus. De tels projets ont eu lieu au Canada. C'est intéressant, quelqu'un pourrait-il trouver des documents sur les années où cela s'est produit? Ce n'était pas dans les années 70? Récemment, nous avons également discuté d'un des projets participatifs, Skyway, qui propose de transporter des ressources minérales par des voies de transport par câble. Nous avons aussi réfléchi à l'idée de décharger aérostatiquement, car on pourrait y mettre beaucoup plus de choses. Cela s'inscrit dans l'idée de pouvoir décharger quelque chose. Avec le Skyway, on peut simplement à la fois décharger et se déplacer. Peter, c'est plus pour un usage temporaire. Si tu transportes des objets, mieux vaut construire une installation fixe. Il faut tout de même constamment déplacer ces supports dans la forêt, donc le déchargement aérostatique y était avantageux. C'est-à-dire que tu es ici même aujourd'hui, là-bas même demain. Cela permet de déplacer cette ligne de câble pour le débardage du bois en fonction de l'endroit où nous travaillons. Et si c'est déjà une mine chez toi et qu'il faut transporter constamment, alors il faut construire quelque chose de stationnaire. D'accord. Eh bien, il y a des choses, des cerfs au-dessus des nuages. Eh bien, d'ailleurs, c'est certainement une idée. Pourquoi pas? Alors, les gars, nous devons vraiment bien laisser partir Vadim Vassilievitch. Nous avons convenu de cela exactement. Maintenant, nous allons lire vos idées là-bas et en discuter davantage. Et remercions Oui Zubkevitch, Vadim Vassilievitch qui était avec nous aujourd'hui en ce jour. Merci beaucoup. Je suis toujours avec vous, toujours prêt à répondre à vos questions. Et j'espère que tout ira bien pour nous. Je suis sûr que tout va bien se passer. Nous avons de l'expérience, des connaissances et la volonté de tout réaliser. Nous ferons tout cela. Merci d'être avec nous. Au revoir. Je vous souhaite meilleur, Vadim Vassilievitch. Alors les gars, prenons encore un peu de temps pour réfléchir aux idées concernant la serre avec des concombres. Aussi étrange que cela puisse paraître, je pense qu'il y a des choses à faire. Ils ont même apporté des systèmes aérostatiques. Il existe des technologies comme l'aéroponie ou les racines se développent dans la vapeur avec des substances spéciales. Une plante peut-elle pousser sans terre? Si on l'élève dans un aérostat et qu'on libère ses racines dans les nuages, serait-il intéressant de voir si elle peut grandir? On peut réaliser une expérience, ce n'est pas si compliqué. Concernant l'idée de l'utiliser en archéologie, c'est à peu près la même chose qu'en géologie. On peut utiliser des scanners puissants. Voici l'un des appareils, des dirigeables pour l'Afrique, qui a été construit et qui s'est rentabilisé simplement par la recherche d'un seul tuyau kimberlitique. Il est littéralement sorti en volant, l'a trouvé grâce à un scanner et a été détruit, par accident à cause des pilotes, mais toute sa construction a été rentabilisée par le fait qu'il a trouvé cet objet. Et en construisant de tels dirigeables de géologie et d'archéologie, il existe maintenant une technologie moderne qui cartographie littéralement tout ce qui se trouve sur Terre, tout ce qui est sous terre à de grandes profondeurs, et, comme l'a dit Vadim Vassilievitch, peut être utilisé dans de nombreux domaines de la science, et c'est nécessaire et rentable.
l'exploration des ressources minérales, c'est certain. Les activités de protection des forêts et le suivi des animaux, entre autres. Voici, Vadim Vassilievitch a commencé à parler de l'aéroscan, qui était le client de ces dirigeables avec des scanners de support. Ceux-là, les Lavsan, nous les avons rencontrés au début de cette semaine. C'est aussi une des nouvelles. Nous nous sommes rencontrés là-bas. Le directeur général et le directeur exécutif de l'entreprise actuelle, qui s'occupaient auparavant de cela, sont venus et ils parlaient justement des forêts, de la nature et de la manière de surveiller les animaux ici. On dit que c'est vraiment une opération très très demandée pour laquelle les gens sont prêts à payer de l'argent en permanence. Et donc ils ont cette position selon laquelle le dirigeable doit fonctionner en permanence. S'ils volent là-bas 3 jours par an, ce n'est pas de la commercialisation. La commercialisation, c'est des vols 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ce n'est pas un simple monitoring. Et si c'est du monitoring, alors ce sont des forêts, des animaux, de l'eau et d'autres choses. Et l'État a de l'argent pour cela. Et on dit que oui, il y a une telle tâche pour les dirigeables. Et elle, eh bien, c'est presque l'une des premières sur lesquelles il faut insister. C'est la position de ceux, je le répète, les gars, les hommes, qui ont déjà utilisé commercialement des dirigeables, qui ont scanné des lignes de transport d'électricité, en fait. Et d'ailleurs, avec cette tâche, ils voient aussi maintenant qu'il est possible de continuer. C'est juste qu'à l'époque, il y a eu une série d'événements qui ont conduit à l'effondrement de tout ce système. On dit que si nous nous unissons maintenant et que nous relançons tout cela, cela apportera à nouveau un succès commercial. Encore. Et ils en sont complètement convaincus. Et alors ils ont dit qu'ils l'ont fait. Et qu'ils le feront encore. Et ils ne voient aucune barrière à cela. Alors, quelles sont les autres idées pour l'extinction des incendies dans les forêts difficiles d'accès? Eh bien, pour l'extinction des incendies, oui, il faut en fait prendre en compte davantage, comprendre ce qui va se passer, avec ce flux d'air chaud, comment cela va influencer le contrôle, en général, la stabilité du dirigeable, au point d'ancrage, etc. Mais j'ai déjà discuté avec nos concepteurs et ils disent qu'en général, la réalisation est possible et que cela sera beaucoup plus efficace que les hélicoptères ou les avions qui se contentent de larguer des charges à un point précis dans l'eau et de s'envoler. Le dirigeable peut emporter beaucoup d'eau et y déverser très précisément. Les endroits exactement nécessaires. Il existe d'autres technologies, comme ne pas éteindre avec de l'eau, mais de larguer des petites bombes spéciales qui vont disperser un gaz, et la flamme s'éteindra en raison du manque d'oxygène. Oui, les dirigeables sont certainement envisagés pour la lutte contre les incendies. L'idée est très judicieuse. La question est, si on collecte 1 million de dollars en un mois, quand attendre le vol du premier dirigeable? 1 an ou 5 ans? 1 an. Voici ce que Vadim Vassilievitch a dit aujourd'hui, à savoir qu'ils avaient en prévu de construire un hangar et de faire décoller le dirigeable dans l'année suivant la signature du contrat, et c'était l'AU-30, avec environ 12 places équipées, et ainsi de suite. Les délais ont été ratés, ils ont été levés après 1 an et demi, mais c'était presque la première expérience de construction de tels appareils assez grands. Maintenant, tout le monde a déjà de l'expérience. En général, on peut le lever en 1 an. La question de la certification, c'est une autre affaire. C'est une utilisation militaire pour les dirigeables pour missiles, systèmes de défense, laser contre drones, missiles radars, etc. Cette idée appartient probablement davantage à un passé révolu. Les dirigeables étaient très utilisés dans la guerre par le passé. Tout le monde s'est battu là-dessus. L'idée n'est pas nouvelle. Et je n'ai pas vraiment envie de la raviver. Mais maintenant, la guerre est allée beaucoup plus loin. C'est déjà de l'hypersonique. Il semble presque vouloir se battre depuis l'espace. Mais le dirigeable, c'est tout de même une histoire plus pacifique.
Oui, il est clair que les aérostats amenés sont utilisés comme des dispositifs de protection des frontières, de défense aérienne, une partie du système de défense aérienne, etc. Et dans notre pays, les travaux sur la production de ces complexes aérostatiques reprennent actuellement. Il est peu probable que nous ayons quelque chose à voir avec eux, car il s'agit tout de même d'une direction militaire, et je pense qu'il ne faut pas s'y aventurer, et beaucoup le pensent. Et voici les dirigeables à usage pacifique, s'il vous plaît. De plus, et également pour votre information, ici, des idées sont certainement nécessaires. Sinon, les militaires, oui, il y a des gars à Dolgoprudny qui ont l'idée de créer un énorme dirigeable en forme de soucoupe volante qui servirait de porteur de drones, de missiles et d'autres équipements aussi. L'idée est utopique, car une telle forme de dirigeable nécessite certainement, en effet, une très grande énergie pour sa stabilisation dans les airs. Ils ont déjà assemblé le petit dirigeable, l'ont sorti du hangar, du bassin. Ils ont réussi à le stabiliser même à la main, sans parler de l'utilisation automatique de vis et d'autres mécanismes. Mais pour une raison quelconque, ils ne renoncent pas à l'idée. On invente des dirigeables innovants et modernes pour l'irrigation des champs agricoles de manière efficace et durable. D'ailleurs, les dirigeables agricoles pourraient être une idée vraiment géniale. Il peut presque y amener une moissonneuse-batteuse, la placer sur le champ. Pendant que la moissonneuse-batteuse travaille, le dirigeable peut effectuer un autre travail, peut-être pulvériser quelque chose ou faire autre chose, tout en surveillant en parallèle, car il y a là un suivi, cette évaluation, par vision par ordinateur de l'état des champs, de ce qui s'y passe. C'est aussi un secteur commercial assez important en ce moment. Ensuite, il peut transporter ce matériel agricole vers d'autres destinations, très facilement. Dans l'ensemble, le dirigeable doit généralement être utilisé pour les travaux agricoles, et c'est dans cette direction qu'il faut vraiment bien réfléchir. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de concepts très intéressants cachés ici. Ainsi, le transport aérien, je ne comprends pas le mot transport. Voyons ce que c'est. Exploitation forestière, aéronef autotracté, système de débardage, aérostat. Ah, support mobile, chargeur. En gros, c'est clair. Une idée assez ancienne, mais en général, les dirigeables, comme je le comprends, peuvent être utilisés partout pour transporter des choses dans les airs, tout ce que vous voulez en mode automatique et semi-automatique. Comme l'a dit maintenant Vadim Vassilievitch, au Canada, on transportait déjà le bois de cette manière, en le déchargeant simplement par aérostatique et en le tirant à l'aide d'un mécanisme de guidage. Alors, Page, tu es là, pas là. Pavla n'est pas là, je vais maintenant aller sur YouTube, voir ce qu'il y a. Concernant les idées, et allons-y, chers amis, pour être objectifs. S'il vous plaît, écrivez. Quelle idée parmi toutes celles que vous avez entendues ici vous a le plus plu? Vous pouvez écrire dans le chat, sur Telegram, ou bien encore sur d'autres plateformes. J'adore la rubrique des rêves. Les dirigeables sont ce dont je rêve de manière positive. Merci beaucoup. Oui, les dirigeables sont vraiment très proches. Il y a une forte probabilité qu'ils deviennent une réalité dans 4 ans. C'est un fait. Pourquoi ne pas faire du dirigeable une alternative aux lignes aériennes? Mais il ne faut pas en faire une alternative. Elle doit compléter les solutions existantes. Par exemple, l'avion vole assez vite, assez loin et de manière fiable. Selon les statistiques, mais quelque part, cela ne vole pas. Nous avons un grand territoire et il n'y a pas de liaison interurbaine, il y a des liaisons entre les régions. On peut simplement élargir la liste des services de ces compagnies aériennes
en leur fournissant un outil supplémentaire avec des caractéristiques uniques comme celle-ci. Je pense que cela ne remplacera pas, mais au contraire, cela rendra les choses meilleures, plus grandes et plus confortables. On peut tout faire, cela dépend de la tâche et du marché. Eh bien, c'est tout à fait correct, mais cela n'est pas nécessaire. En fonction de la tâche et du marché, il existe tout de même une chose appelée le visionnarisme. C'est quand quelqu'un a eu une idée, a contaminé les masses avec cette idée, et que les masses, eh bien, maintenant c'est possible. Et ils sont allés et l'ont fait. Et auparavant, cela était considéré comme impossible. Je parle constamment des ordinateurs, c'est ainsi que cela s'est produit. Et avec les dirigeables, il suffit de générer une multitude d'idées, de créer quelques démonstrateurs, et la conscience s'ouvrira, et s'il vous plaît, le marché se formera autour des dirigeables. Tu as mentionné Norilsk. Tu n'y es pas allé par hasard. Non, je n'y suis jamais allé. Ma femme y est née. Les dirigeables pourront-ils être exploités en Arctique? Bien sûr, ils le pourront. C'était bien, encore une fois, si la tâche est de concevoir et construire un dirigeable pour l'Arctique, alors la tâche sera accomplie, de l'ingénierie ordinaire. Tout cela est merveilleux. Actuellement, si vous commandez une voiture pour des pays du Sud, il n'y aura même pas de chauffage. S'il y a des maisons construites dans le Nord, elles ont de grandes fondations, des murs épais et une chaufferie. S'il y a des maisons construites près de l'équateur, il n'y a pas de fondation, les murs sont fins et un climatiseur est installé. Tout est fait en fonction de l'objectif. Et construire un dirigeable pour une utilisation dans le Grand Nord, où il fait très froid, nous pouvons et devons le faire, et cela sera nécessairement réalisé. Même du côté du gouvernement, il y a une demande pour préparer un programme de construction de tels dirigeables pour accompagner la route maritime du Nord. De 30 à 200 tonnes, ils ont absolument besoin de ces dirigeables. En général, tout cela est absolument possible et cela se fera certainement. On parle même de casinos dans les airs. Pourquoi pas si cela plaît? Encore une fois, à propos des dirigeables à vide, ou des dirigeables à pression négative, est-il possible de les créer? Eh bien, les structures sous vide, c'est tout simplement impossible. La résistance des matériaux dit que non. Une telle solidité de l'enveloppe qui maintient le vide pèsera autant. Ce n'est pas comme si elle doit flotter dans l'eau. Oh mince, dans l'eau. Elle doit flotter dans l'air pour remplir la fonction de dirigeable. Mais elle sera si lourde qu'elle va simplement couler dans l'eau. Elle sera avec un vide. C'est-à-dire que toute la force de portance qui est attribuée au vide sera multipliée par 0 simplement à cause de la structure qui doit le maintenir là, la pression atmosphérique pour ne pas s'effondrer. C'est impossible. J'ai vu une idée très géniale et innovante. Utiliser un dirigeable pour diriger un faisceau de lumière vers un panneau solaire la nuit afin de produire de l'énergie. Oui, quelqu'un a même commencé à diffuser des vidéos récemment, disant que tu peux commander de la lumière du soleil, mais apparemment, il prévoit de le faire à travers l'espace. Et maintenant, oui, à travers un certain stratosphère. Oui, l'idée est géniale. Il y avait un grand projet, une station spatiale russo-japonaise qui devait être construite avec un énorme miroir, et elle devait collecter l'énergie du soleil et l'envoyer ici par faisceau. Mais avec les Japonais, comme toujours, il y a eu des problèmes politiques. Et le projet a été abandonné. Oui, je considère qu'il est possible d'utiliser des appareils stratosphériques comme des centrales électriques à l'avenir. Ils ont une surface suffisamment énorme. À partir de cet appareil, si l'on recouvre des panneaux solaires, l'atmosphère raréfiée par le soleil, il y a beaucoup plus de radiation solaire, ce qui lui permet de produire beaucoup d'électricité. Comment le transporter de la tartosphère ici est également un problème. Ce sont tous des questions techniques et elles sont toutes résolubles. Il est évident que toute question technique dans les réalités économiques modernes a un second aspect à considérer. À quel point cela sera rentable par rapport aux solutions existantes. Mais techniquement, c'est possible. La question concerne la situation économique, ce se passera sur le marché.
Cela pourrait en fait être possible. Vous vous souvenez du pont en verre en Chine? Ici, il serait possible d'installer un sol en verre sur le dirigeable, de voler au-dessus et de regarder en bas à travers les sols en verre. Je pense que cela sera certainement obligatoire dans absolument toutes les options touristiques, possiblement un dirigeable en forme de disque avec symbiose, avec une tour technique cylindrique, une architecture volante pour un service d'excursion au-dessus de la ville. Je m'inquiète du fait qu'il n'y a probablement pas beaucoup d'apparence extérieure pour les dirigeables qui conviennent à une exploitation de qualité, parce que là-bas, le vent n'est peut-être pas venu du bon côté ou quelque chose d'autre s'est produit, et toute cette chose instable sera dangereuse, et très probablement il y a réellement un nombre limité de formes communes à quoi tout cela va ressembler. Mais là, le design, l'intérieur et la fonctionnalité, oui, tout cela va naturellement différer. Et c'est ici qu'il faut davantage réfléchir à la fonctionnalité. Sinon, des excursions volantes, oui, des excursions volantes au-dessus des villes. J'avais aussi une idée qui n'était même pas tant liée aux dirigeables, mais plutôt aux plateformes aérostatiques transportées, mais de très grandes dimensions. C'est un peu comme ce que nos ingénieurs ont fait à VDNH. Il y avait une grande sphère, ici, on a envie de dire une cage, mais ce n'est pas une cage. En gros, des endroits où les passagers étaient assis et ils s'attachaient, montaient en haut, les gens en haut regardaient, c'était une sorte d'excursion, puis redescendaient, et voici la suivante génération de cette attraction. Un restaurant qui s'élève vraiment conditionnellement. Pourquoi pas? Absolument. Il y a quelque part, au centre de la ville, une chose comme ça, vous y entrez, c'est un véritable restaurant, et bam, il s'élève dans les airs, et vous regardez déjà la ville d'en haut, il y a des programmes, tout le monde mange, et il redescend ensuite. Esthétiquement, cela sera incroyable, attirant les touristes et les visiteurs. À Dubaï, il semble qu'il y ait maintenant une attraction similaire à celle que nous avions à VDNH, qui a été réalisée sur la Palme. Il semble qu'il y ait même une table là-bas où l'on peut manger quelque chose, mais ce n'est pas un véritable restaurant. En revanche, passer à un espace complet qui s'élève au-dessus de la ville, je pense que ce serait intéressant. Eh bien, on peut aussi utiliser le dirigeable lui-même, c'est-à-dire que c'est un objet attaché. Je pense que c'est plus sûr et plus facile à réaliser. Mais si le dirigeable décolle du centre-ville avec des touristes, il est clair qu'il y a aussi un restaurant à l'intérieur. Alors, qu'avons-nous d'autre comme idée pour ce projet innovant et ambitieux? Nous pourrions mettre l'accent sur l'utilisation de l'hélium, un gaz noble qui a des propriétés uniques et intéressantes. Par exemple, les Américains ont également utilisé de l'hélium pour divers projets et expériences scientifiques, notamment dans le domaine de l'aérospatiale. Ils ont heurté l'eau et ont coulé. En fait, ils étaient dans l'Union soviétique, ils ont volé. Comment cela s'est terminé? Eh bien, et alors? Les voitures ont des accidents chaque jour, et chaque jour, elles n'en ont pas. Il y a des expériences amères, il y a de bonnes expériences. Il y a combien d'avions sont tombés quand ils commençaient à être créés? Combien d'hélicoptères? Question concernant les hangars. Existe-t-il déjà un projet de hangar qui a été approuvé par le Rostechnadzor et quel est le délai prévu pour sa construction? Il n'y a pas encore de projet approuvé, mais des projets existent déjà. Le temps? Bon, selon quel hangar, ils sont un peu différents. Et il y a des petits, des moyens et des grands. On peut commencer dans cet ordre. Ou bien construire directement un grand dirigeable où les appareils petits et moyens pourront se garer. Nous sommes actuellement en train de finaliser cette décision de gestion et nous commencerons. Une fois que nous aurons pris une décision, nous le dirons. En général, le Kirjatch a été construit en 1 an. Pourquoi n'y a-t-il pas d'investisseurs de Chine, du Japon, des pays de l'URSS, des États-Unis
Et pourquoi les startups et les promotions sont-elles absentes? Donc en gros, j'ai compris. Oui, il n'y a pas d'investisseurs de certains pays. Ces pays sont appelés des pays Ford ou quelque chose comme ça. Ou des pays fraude, je crois. Cela est lié à leur politique intérieure, selon laquelle il est interdit aux citoyens d'investir de l'argent à l'étranger. Pour ne pas être terrorisés ou ne pas se mettre en danger, nous ne menons aucune activité là-bas. Cependant, des investisseurs de ces pays viennent quand même, car l'information parvient à eux. Grâce aux crypto-monnaies, cela est désormais possible, mais tout cela se fait à leur risque et péril. Des maisons volantes, ce concept en général, oui, amener l'industrie à un point où il y aurait des maisons volantes, des restaurants volants, et tout le monde pourrait se déplacer à un deuxième niveau, eh bien, dans l'ensemble, c'est probablement possible. Ce serait génial. Eh bien, imaginez, tout le monde a des maisons volantes, des restaurants volants, des centres commerciaux volants. Nous nous déplaçons avec eux, nous volons d'un endroit à un autre en drone, nous ne foulons pas la terre, la nature pousse. Il ne faut pas la bétonner. En gros, monter au deuxième niveau, c'est vraiment comme une tâche de supercivilisation. Il est vraiment nécessaire que tout le monde s'unisse absolument, mais rien n'est impossible ensemble. Si le dirigeable peut amérir, alors je veux un restaurant sous-marin avec des fenêtres panoramiques. D'abord voler, puis amérir, observer les habitants du lac Baïkal ou les méduses dans la mer, comme un aquarium à l'envers. Oui, un dirigeable peut atterrir sur l'eau, et en fait, poser un dirigeable sur l'eau est même plus simple que sur la terre. Et voilà, plonger tout un restaurant à l'intérieur. Eh bien, c'est une idée géniale, n'est-ce pas, à l'intérieur d'un dirigeable touristique. Il est possible de faire un calcul pour voir si les efforts exercés par les hélices permettront de maintenir une certaine pression pendant un certain temps et de créer un espace pour l'eau. On pourrait également envisager d'avoir une piscine à l'intérieur du dirigeable, remplie de l'eau de Baïkal, qui pourrait être utilisée lors de l'amérissage. Cela impliquerait simplement d'ouvrir une trappe avec un filet de sécurité pour éviter tout accident. En somme, cela concerne l'entretien des gratte-ciel et des structures élevées. Je ne sais pas, il faut réfléchir à quel type précisément. J'ai l'impression que près des gratte-ciel, c'est un peu étrange. Enfin, pas étrange, mais les vents ont des particularités. Et, c'est probablement plus simple. Et chez nous, à Saint-Pétersbourg, c'est déjà fait. Les gratte-ciel ont des problèmes avec les fenêtres. Ces immeubles ne veulent pas y monter. Et moi aussi, je pensais auparavant. Peut-être qu'ils vont un jour les nettoyer avec des drones. Puis j'ai pensé, pourquoi ne pas l'intégrer? Nous avons des essuie-glaces sur la voiture. Mettons des essuie-glaces sur le gratte-ciel. Il se nettoiera. Pourquoi pas? Et donc à Saint-Pétersbourg, quand le centre Lacta était en construction, il y a cette grande dent. Il y a à côté un espace, enfin un grand bâtiment, qui a déjà des fenêtres auto-nettoyantes, mais selon le type de service dont il s'agit, les dirigeables sont prévus. Un dirigeable moderne pourra se poser sur un toit comme un hélicoptère et transporter quelque chose sur un gratte-ciel. Au lieu de le soulever de bas en haut, il pourra être descendu de haut en bas. C'est possible? La construction au lieu de grue, si cela s'avère certainement rentable. Oui, j'avais aussi ce genre d'image en tête. Est-il possible de faire descendre le béton directement sur le dirigeable, au lieu de le pousser vers le haut avec des pompes, et de le déverser directement d'en haut? Il faut certainement compter, mais c'est absolument une idée pour les constructeurs. Des dirigeables en cours de construction, taxis pour animaux de compagnie. À cause d'un décharge, quelque chose de riche pour les Shoebases à partir du niveau, bien que je pense qu'ils aimeront certainement être transportés par avion, surtout les animaux de ferme, et sans aucun doute, vraiment. Dans chaque caserne de pompiers, on a prévu suffisamment de dirigeables. C'est la bonne façon de faire, oui. Les militaires, ils transportent des touristes, passagers et marchandises le jour, et devient restaurant le soir. Qui refuserait de dîner dans le ciel au-dessus d'une ville illuminée? Juste, oui, c'est ce que nous avons dit. C'est en fait une super idée, un restaurant au-dessus de la ville.
Quel type de propulsion? Électrique, mécanique, hydraulique? C'est probablement une question qui était hors contexte. La hydraulique, en ce qui concerne la queue, semblait être présente. Je me souviens qu'à Kirjatch, il y avait des petites machines sur les queues. L'utilisation des dirigeables dans les pays arides pour condenser l'eau des nuages et du brouillard, y compris sur leur immense enveloppe, une prière plus proche de Dieu. Oui, c'était à peu près ses pensées. Un congélateur gratuit pour les fruits de mer, pêcher du poisson dans l'océan, apporter des produits surgelés frais au marché de la ville à travers la stratosphère. Une idée. Ainsi, mesurer la vitesse du vent éthéré, répéter l'expérience dans un moule de ventilation à haute altitude, eh bien tout cela pour la science, n'est-ce pas? Je pense que la science sera largement utilisée. La livraison de pièces de rechange pour les équipements de forage et, avec une équipe opérationnelle, c'est une application obligatoire. Les dirigeables sont l'un des premiers domaines où ils sont vraiment nécessaires, dans notre pays, c'est certain. Recherche de bancs de poissons, dirigeables avec un écran pour de la propagande. Je pense qu'à l'avenir, lorsque les écrans apprendront à devenir flexibles, il sera probablement possible, dans un avenir proche, que tout le dirigeable soit un grand écran. Bien sûr, on ne souhaite pas que cette chose hypnotique ait une influence négative, comme il est écrit, pour la propagande sur la conscience et les esprits, mais tout cela est possible. Réémetteurs d'énergie qui sont vraiment très impressionnants. Faire du ciel un écran serait incroyablement plus impressionnant que les aurores boréales et vraiment magnifique. Oui, l'aurore boréale, nous allons tenter une expérience en lançant un appareil stratosphérique. Il y a certainement une idée sur la façon d'ioniser l'espace de manière efficace et précise. La location du dirigeable sera claire. Leps a dit dans une interview quelque part que tout ce qui vole et flotte doit être loué. Alors oui, loue des dirigeables, mais on va les demander en location, c'est sûr. Voilà, le gars est super, l'URSS est au top, le pays n'existe plus, mais les gens sont toujours là. Le dirigeable est un collecteur de déchets flottants dans l'océan. D'ailleurs, moi, c'est une idée vraiment géniale. Il y a cette énorme et perturbante tache de déchets qui perturbe gravement les courants et l'état écologique général de la mer. Tout le monde se demande vraiment sérieusement comment la nettoyer. Si l'on construit un dirigeable de 200 tonnes et qu'on transporte au moins 200 tonnes de déchets par vol pour les déverser dans le cratère d'un volcan afin que tout s'enflamme, la question se pose. C'est une super idée d'essayer de résoudre cela de cette manière. Il faut y réfléchir. Voilà une idée géniale. C'est mon frère qui a écrit, il a publié un article sur le réchauffement climatique, s'accélère encore. Et aujourd'hui, Vadim Vassilievitch en a également parlé. Il y a un certain nombre de zones, de pays, qui vont réellement disparaître sous l'eau. Et mon frère m'écrit, Fedia, mais comment vont-ils transporter l'infrastructure? Comme si sans dirigeable, c'était impossible. Eh bien, tout d'abord, oui. Et deuxièmement, dans l'ensemble, le fait que les gens doivent déménager quelque part et finalement déménager vers le haut, c'est une idée géniale. En tant que tâche, une super tâche, une utopie. Il faut créer un dirigeable avec des modules interchangeables. On a accroché l'état civil, on change pour un hôpital, après-demain une plateforme de chargement, et ils seront probablement ainsi comme on peut s'y attendre. C'est tout à fait logique et parfaitement justifié, compte tenu des circonstances et des faits observés. Ainsi, j'ai tout lu en général. Je vais maintenant retourner sur VContact et regarder l'idée de ramasser les déchets dans l'océan. Elle est restée dans un coin de ma tête depuis longtemps, sans cesse. Alors, les gars, finissons-en. Nous approchons encore des 2 heures. Il est temps de conclure. Nous devons nous dépêcher.
Écrivez-nous quelle idée vous a le plus plu et nous choisirons certainement 2-3 idées dans le chat sur Telegram si vous y êtes. Attendez-vous à ce que nous annonçons qui est le plus cool. Laissez-moi encore un peu de temps pour générer des idées, car l'enregistrement est regardé non seulement en direct, et demain, disons, dans la première moitié de la journée, le matin par exemple, nous choisirons sur Telegram, donc si vous regardez l'enregistrement, ne vous inquiétez pas, écrivez dans le chat Telegram. Vos idées d'utilisation des dirigeables. Aujourd'hui, je vais y poster une vidéo depuis le bureau où nous allons. Merci à tous. Je propose de terminer ici. Attendez de nouvelles vidéos. Suivez-nous, aidez-nous, soutenez-nous, aimez, partagez, investissez, car il est nécessaire de construire des dirigeables, d'ailleurs, mais tout va bien concernant les investissements. En ce qui concerne les chiffres du projet que Pavel a mentionné au tout début, la structure juridique est en train de se stabiliser et nous commencerons bientôt à effectuer les premières opérations financières. C'est justement pour cela que nous allons filmer au bureau et ainsi de suite. Nous allons tout raconter et montrer. D'accord, merci à tous, je vous embrasse, à bientôt.